Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette première journée de l'Académie virtuelle de la BEI, la Banque européenne d'investissement dédiée aux banques de PME et à la microfinance. Alors une journée qui a démarré dès 9h GMT ce matin. Le thème de cette Académie virtuelle, je le rappelle, c'est construire un secteur financier résilient pour les micro, petites et moyennes entreprises en vue d'une croissance inclusive en Afrique de l'Ouest et du Centre. Alors, merci à vous de nous suivre. Beaucoup de sessions déjà qui ont eu lieu, qui sont déroulées tout à l'heure. Il y a encore des sessions à venir et justement, je vais tout de suite enchaîner sur l'introduction de la session à venir. Il s'agit d'une table ronde sur le financement justement des micro, petites et moyennes entreprises, durant laquelle sera diffusée notamment une vidéo de présentation d'une petite entreprise, d'une start-up ghanéenne intitulée Profiche. Profiche qui a été fondée en 2018 pour promouvoir la sécurité alimentaire en s'appuyant sur les nouvelles technologies, afin de transformer l'industrie de la pêche et travailler avec les pêcheurs ruraux. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse donc suivre cette session grâce notamment à notre modérateur aujourd'hui, Monsieur Olivier Edelman, donc chef de l'unité microfinance de la BEI. Alors, je vais l'introduire avant de lui passer la parole. Olivier Edelman dirige l'unité de microfinance de la BEI qui couvre les opérations de microfinance à l'extérieur de l'Union européenne. La BEI, donc basée à Luxembourg, est l'institution de financement à long terme de l'Union européenne, vous le savez. Olivier est responsable de l'origination et de l'exécution des opérations de prise de participation et de prêt, direct ou indirect, via des fonds, soutenant donc des micro-entrepreneurs et l'inclusion financière, notamment via des institutions de microfinance. Auparavant, M. Edelman était responsable de l'élaboration et de l'exécution des garanties de portefeuille en faveur des PME et des entreprises de taille intermédiaire via des intermédiaires financiers à la BEI et au Fonds européen d'investissement. Monsieur Edelman a rejoint le groupe BEI en 2009 après avoir occupé des postes dans différentes banques commerciales belges, notamment dans le domaine des financements structurés. Il est titulaire d'un diplôme en économie de l'Université libre de Bruxelles, en Belgique. Merci, Monsieur Edelman, de donc prendre le relais. Je vous donne la parole afin que vous introduisiez à votre tour les panélistes de cette session. Je vous remercie beaucoup, Anan, et donc bonjour à toutes et à tous. Et je suis vraiment ravi d'avoir l'opportunité de modérer ce panel aujourd'hui. Le panel dont le titre est le financement des PME dans la nouvelle normalité, risques et opportunités. Donc c'est un sujet extrêmement intéressant, extrêmement relevant, je pense, pour nous tous. Alors, en effet, on aura une vidéo et puis quelques présentations de nos panélistes et on va garder grosso modo 20-30 minutes pour un échange de questions et réponses avec les participants à ce panel. Je suis personnellement très honoré de pouvoir modérer ce panel parce qu'on a 4 panélistes de très haut niveau avec une expérience extrêmement intéressante et extrêmement riche. Et je suis très intéressé d'entendre ce qu'ils auront à nous dire sur le sujet qui nous fait nous réunir aujourd'hui. Non seulement ils ont une expérience riche et intéressante, mais en plus elle est très diversifiée car nous avons des orateurs qui nous viennent tant de l'Afrique de l'Ouest que du centre que de l'Est, qui représentent divers types d'institutions qui financent soit la microfinance ou les PME, mais aussi des représentants ou en tout cas des orateurs qui peuvent nous présenter le point de vue des PME. Alors, je vais inviter nos orateurs à se présenter brièvement, en commençant par Monsieur Polycarpe Igaté. Alors, je vais suivre l'ordre de présentation d'aujourd'hui. Monsieur Polycarpe Igaté, si vous voulez bien vous présenter en 20-30 secondes, ça serait très bien. Good afternoon from Nairobi. My name is Polycarp. Bonjour, je m'appelle Polycarpe Igaté. Je suis dans le Equity Group Holdings, responsable commercial. Je m'occupe des pays depuis 25 ans. J'ai 25 ans d'expérience dans les pays de l'Afrique de l'Ouest en particulier. 15 of them as chief executive officer running different fast-moving consumer goods entities that straddle Coca-Cola, alors, nous avons plusieurs entités, Coca-Cola, Shell
d'autres. Donc, voilà, voici donc des joueurs internationaux, des acteurs internationaux dont je me suis occupé. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Igaté. Je vais maintenant demander à monsieur Philippe Sigwart de se présenter brièvement. Oui, enchanté. Alors, je m'appelle Philippe Sigwart, je suis directeur du groupe Baobab, qui était auparavant, qui était appelé le groupe Microcred, donc qui est un des acteurs traditionnels dans le secteur de la microfinance. Donc, le groupe a été fondé en 2005. J'ai moi-même rejoint le groupe Baobab il y a seulement 2 ans. Avant cela, j'ai travaillé dans le secteur microfinance et financement des PME pendant assez longtemps, un peu plus d'une vingtaine d'années. J'avais commencé ma carrière à la BIRD, donc la Banque européenne de reconstruction et développement, où j'avais travaillé dans le financement des PME et des micro-entreprises en Europe de l'Est. Après, j'ai travaillé pendant longtemps pour un groupe qui s'appelait ProCredit, aussi bien en Europe de l'Est que sur le continent africain et en Amérique latine. Et avant de rejoindre le groupe Baobab, j'étais collègue de Polycarpe Igaté, car j'ai aussi travaillé chez le groupe, au groupe Equity, où j'étais en charge des financements pour les PME. Donc voilà, j'ai travaillé donc sur différents continents, et donc ça fait depuis 2 ans que je suis chez Baobab. Merci. Merci beaucoup. Alors, Madame Eliane Monkeni-Kiakie, si vous voulez bien vous présenter brièvement également. Ok, bonjour, je réponds au nom d'Eliane Monkeni-Kiakie. Je vais essayer de faire une présentation de moi très bref. Déjà de profession, je suis expert comptable agréé, et donc j'ai ma société d'expertise comptable que j'ai créée par initiative personnelle depuis 1992. Et à partir de cette entreprise, j'ai eu, ou je peux aujourd'hui parler de l'expérience des micro, petites et moyennes entreprises en RDC. En même temps, à la Fédération des entreprises du Congo, où je suis, c'est le patronat, n'est-ce pas, de la RDC, où je suis vice-présidente nationale. Je suis en même temps présidente de la Commission nationale des femmes entrepreneurs, et j'ai comme mission d'accompagner les femmes et les jeunes entrepreneurs. En même temps, je suis coach principale et formatrice, c'est-à-dire je forme des formateurs et ensuite j'encadre justement des jeunes ou des entreprises. En partant d'un projet, je les accompagne à monter les projets. Ensuite, je les aide à trouver un financement par rapport à leur projet. Et bon, en passant, je suis également président du conseil d'administration du groupe Orange en RDC. Et j'ai été récemment nommé administrateur à la Banque centrale du Congo. Merci. Je vous remercie pour cette présentation. Et enfin, Monsieur Idrissa Diabira, qui sera notre dernier intervenant aujourd'hui, si vous voulez bien vous présenter brièvement. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis Idrissa Diabira, je suis le directeur général de l'ADPME, qui est l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises, une institution qui cette année a 20 ans, dont la mission est d'accompagner le développement des entreprises, notamment leur densification, leur formalisation, le renforcement de leur compétitivité. Je suis ingénieur en système d'information de formation, conseil en management public. J'ai eu l'occasion d'exercer dans différents groupes, dont Atos Origine, une société en ingénierie informatique, différents groupes de conseil en système d'information, de coordonner la coopération entre la France et le Mali dans la région de Caille pendant un moment, avant de fonder mon propre cabinet d'intelligence économique qui a œuvré notamment à structurer le plan de Sénégal émergent, en tout cas son ancêtre au Sénégal, qui définissait un certain nombre d'outils pour accompagner les petites et moyennes entreprises. Voilà, donc je suis directeur général depuis 4 ans et demi déjà, et intervenant depuis une dizaine d'années auprès des petites et moyennes entreprises, auprès de différents outils. Merci.
Merci beaucoup à vous quatre pour la présentation. Donc, je suggère que nous commencions. Alors, donc le sujet d'aujourd'hui, le financement des PME dans la nouvelle normalité, risques et opportunités. Bon, bien entendu, comme vous le savez toutes et tous, la crise du Covid a généré beaucoup d'inquiétudes, en particulier pour les clients de la microfinance, mais d'une manière générale, bien entendu. Et nous craignons que le Covid puisse affecter substantiellement à la fois les organisations et les finances des institutions financières. Le Covid a eu un impact, bien entendu, important sur le secteur financier africain et mondial. D'une part, les institutions financières ont dû faire face à des changements rapides dans la manière dont elles pouvaient répondre aux besoins de leurs clients. Les fermetures, les couvre-feux ou même les personnes qui étaient incapables ou ne voulaient pas ou ne pouvaient pas contacter leurs prêteurs ont obligé les institutions financières à adapter la façon dont elles pouvaient interagir et traiter avec leurs clients. La numérisation a bien sûr joué un rôle dans la résolution de cette équation, mais la numérisation ne fait pas tout. Les contacts humains resteront toujours importants, et au-delà de la crise du Covid, bien entendu. Donc, dans ce contexte, les institutions financières ont dû revoir et restructurer leur modèle et leurs processus commerciaux afin de trouver des solutions pour continuer à soutenir le financement des PME. D'un autre côté, on pouvait craindre que la crise allait engendrer une crise de liquidité. Après 18 mois suivant le début de la pandémie du Covid, il semble que les institutions financières étaient en mesure de gérer efficacement leur liquidité et leur financement. On n'a pas encore à ce jour observé une crise de liquidité majeure, du moins en Afrique, jusqu'à présent. Cependant, les PME qui représentent 90% des entreprises sur le continent et emploient environ 70% des travailleurs ont été fortement touchés par la crise. Cela a généré un nombre croissant de clients qui sont en défaut de paiement auprès de leurs institutions financières. Les effets de la crise, de la pandémie ont également laissé beaucoup d'entreprises tomber dans une spirale négative de difficultés, ce qui a amené à rechercher des solutions rapides pour qu'elles puissent maintenir leur activité économique. Les institutions financières devront maintenant gérer d'une part des clients qui sont défaillants, mais aussi essayer d'attirer de nouveaux clients afin de développer leur portefeuille crédit et de continuer à financer l'économie. La crise de liquidité ne s'est pas réellement matérialisée jusqu'à maintenant, mais les prêts improductifs risquent d'augmenter et d'affecter potentiellement la situation ou la capacité financière des institutions de microfinance et des banques, ce qui pourrait malheureusement avoir un effet négatif sur l'offre de crédit. En même temps, ces PME vont avoir besoin de financement pour pouvoir développer et maintenir leur activité économique, en particulier lorsque la reprise économique reviendra. Il est donc essentiel pour les institutions financières de pouvoir continuer à adapter leur façon de traiter avec les PME et adapter leur capacité à prendre des risques. Alors l'objectif de ce panel aujourd'hui sera clairement de essayer de tirer les leçons de la crise, essayer de mieux comprendre quel impact la crise a pu avoir sur les institutions financières, mais aussi sur les PME, afin que nous puissions tous adapter nos stratégies pour que l'économie puisse se développer et que les PME puissent continuer à bénéficier de crédit. Comme je l'ai indiqué au début du panel, donc nous avons des orateurs qui nous viennent d'horizons différents. D'une part, nous aurons des orateurs qui vont nous parler plutôt du point de vue de l'institution financière, qui pourront nous indiquer comment les institutions financières se sont organisées pour mieux répondre aux besoins de leurs clients. Quelles stratégies ces institutions ont-elles pu mettre en place pour s'adapter à cette nouvelle normalité, et aussi quel est le rôle de la numérisation qui a pu jouer pour supporter cette nouvelle normalité. Et enfin, quel a été l'impact sur l'accès au financement pour les clients des PME, bien entendu. Et à ce titre, deux de nos autres panélistes vont pouvoir nous apporter un œil un peu différent et un œil qui nous vient des PME elles-mêmes pour nous expliquer comment elles ont pu s'adapter, ces PME, à cette nouvelle normalité. Quels changements ont été considérés et quels changements pourront venir sur le plus long terme. Quelles leçons ont été tirées de tout ça,
par les PME pour qu'elles puissent continuer à fonctionner et quelles leçons ces PME peuvent apporter aux institutions financières pour qu'elles puissent les soutenir plus avant dans les mois et les années qui viennent. Voilà, tout ça, ce sont les questions que j'espère nous allons pouvoir traiter aujourd'hui lors de ce panel. Avant de poursuivre plus avant et d'écouter nos panélistes nous présenter leur vue sur ces questions, je propose que nous fassions passer la petite vidéo d'1 minute sur les pêcheurs ghanéens. I am Emmanuel Tete Apeku, a co-founder and business development lead for Fish Ghana. Due to COVID, most of our clients had to close down their restaurants and then their catering services. So our revenue just came down very sharply. But then we had a spike, and this is a good story. We had a spike in our retail sales. We really need a huge amount of money to be able to manage our inventory level, where we can have some stock level maintained in the supermarket. But we need some amount of investment to be able to improve upon our code logistics management. Like we have different growth stages of every company, so then we should have different means by which companies should be assessed or certain requirements should be demanded from certain companies at certain levels. Désolé pour le manque de sous-titres. Voilà, merci beaucoup. Donc, c'était une vidéo, je trouve, très intéressante et qui nous permet d'illustrer et d'introduire le propos d'aujourd'hui. Je vais me tourner directement vers nos panélistes maintenant et leur laisser la possibilité de traiter les questions dont nous venons de parler. Alors, nous allons commencer par Monsieur Igaté. Monsieur Igaté, la parole est à vous. Thank you very much, Olivier. Merci beaucoup Olivier, merci beaucoup pour m'avoir parmi vous dans ce panel. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis absolument ravi de parler de notre parcours en tant que groupe en aidant les petites et moyennes entreprises pour s'adapter à la situation de COVID-19, en s'adaptant aux institutions financières, en parlant des institutions financières, est-ce que les entreprises peuvent s'adapter à la nouvelle réalité des petites et moyennes entreprises? Très rapidement, en termes d'introduction, le groupe Equity Group a 50 millions de consommateurs à travers la RDC, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, le sud du Soudan, où nous avons des représentants en Éthiopie et aussi au Kenya. Nous avons aussi un bureau et des opérations en Tanzanie. En tout, nous avons 50 millions et 95% de nos clients sont des petites et moyennes entreprises. Et ceci reflète la structure de notre économie où 98% des activités et des business sont vraiment des PME qui comptent pour 80% des emplois que nous avons dans notre économie et aussi une partie massive de PIB au-delà de 30% des régions dans lesquelles nous opérons. Et clairement, l'impact sans précédent de la COVID-19 sur les PME, notamment dans le secteur de l'éducation. Nous avons beaucoup de petites et moyennes entreprises qui étaient dans le domaine de l'éducation et beaucoup aident aussi avec la santé. Et aussi, donc, le système d'éducation a été absolument décimé, comme vous pouvez l'imaginer. Le tourisme a aussi été affecté. Ce que nous avons vu, en fait, en ce qui concerne la nourriture, l'agriculture et les échanges commerciaux et le commerce. Et en tant que groupe, nous avons dû pratiquement accommoder près de 170 millions de dollars US en moratorium et nous avons donné beaucoup de moratoriums de moratoires pour des paiements d'intérêt, de moratoires pour des paiements de principe en travaillant avec les petites et moyennes entreprises. Ce que nous avons trouvé, notamment en venant au secteur des
petites et moyennes entreprises, nous avons donné des moratoires qui allaient au-delà de 1 an, parce que quand la COVID a frappé généralement en 2020, nous avions un moratoire à partir d'avril de l'an dernier, et nous avons vu plus de 80% de ce que nous appelons les COVID-19 avec un rebond après le programme de vaccination, parce que la majorité des petites et moyennes entreprises, en gros, satisfaisaient aux besoins principaux des maisons, c'est-à-dire dans la cuisine, la salle de bain et la consommation. Donc, les zones centrales de consommation dans la maison, dans les foyers, et nous avons vu ce rebond. Et nous croyons fermement que les petites et moyennes entreprises, avec les canaux et les investissements d'innovation au niveau économique, avec l'inclusion économique, la diversification et la croissance, donc pour nous, la COVID-19, quand nous parlons de COVID-19, nous voyons beaucoup d'adaptations de la part de petites et moyennes entreprises, et beaucoup ont utilisé la chance de moratoire pour vraiment changer leur modèle d'entreprise. Donc, vous trouvez des gens dans le domaine logistique, par exemple, à l'école, en transformant leur école vers un genre d'activité et de business différent. Et beaucoup ont inventé de nouveaux business models, avec beaucoup qui ont créé des liens frais nouveaux pour survivre. Et beaucoup ont placé cette somme de moratoire en investissant plutôt que de dépenser cela, notamment pour développer la capacité, notamment dans le secteur de l'agriculture, pour apporter de la valeur ajoutée. Nous avons vu beaucoup de petites et moyennes entreprises, notamment de fermes, d'exploitation agricole, qui ont utilisé cet argent pour, par exemple, créer des silos, pour garder les grains. Et donc, ils ressortent de la situation de COVID beaucoup plus fort qu'ils ne l'étaient au départ. Mais bien sûr, les challenges les plus conséquents auxquels ils font face, c'est en fait le challenge et le défi de la taxation. En fait, ils veulent rester d'une nature très informelle au fil du temps, et les changements de permis de certification et de qualité de produits et de licences est vraiment le challenge et le défi concernant l'innovation. Et nous, en tant que banque, de ce fait, nous sommes allés de l'avant et nous avons engagé des solutions très intéressantes. Notre solution vraiment est basée sur l'écoute de nos clients. Nous avons dans la banque une culture où tout le monde adopte une branche, y compris au siège social, avec le personnel au siège social, et nous passons beaucoup plus de temps avec nos clients, à les écouter, à parler avec eux. Et ce que nous avons vu dans nos résultats, parce que nous sommes une entreprise cotée en bourse, dans la bourse de Nairobi, et nous voyons que nous commençons vraiment à apprécier une croissance à 2 chiffres vraiment dirigée par le trafic consommateur, à travers 4 canaux, notamment mobile, Internet, qui vraiment a accéléré avec notamment nos canaux consommateurs et les branches traditionnelles. Donc, les services que nous avons vus, notamment en ce qui concerne les PME, c'est vraiment où nous donnons 4 services principaux. Ils viennent nous voir pour des solutions, pour déplacer de l'argent en temps réel. Ils viennent pour des solutions pour s'assurer qu'ils puissent assurer l'argent, pour sauvegarder de l'argent et pour l'investir. Et des solutions aussi pour emprunter de l'argent. En gros, voilà très rapidement le mouvement des sommes d'argent, des emprunts, vraiment le mouvement de cet argent est la partie principale depuis. Donc, nous avons considéré une approche à la banque que nous appelons l'approche écosystémique, qui très fortement est un modèle conceptuel qui indique que les micro, petites et moyennes entreprises existent pour servir les foyers. Les micro, petites et moyennes entreprises s'incorporent avec d'autres grosses entreprises et les gouvernements. C'est le transmetteur le plus conséquent de volume de transition auprès du marché. Donc, en parlant de ce dont nous a parlé le modérateur avec la COVID-19, nous ressortons de ceci en ayant eu beaucoup de dispositions de provisions. Et donc, de ce fait, nous sommes surpris, en fait, de ce rebond qui est bien meilleur que ce à quoi nous attendions. À travers la région, nous avons vu les petites et moyennes entreprises qui ont rebondi à des niveaux pré-Covid avec de très bons niveaux de performance. En ce qui concerne les attentes les plus conséquentes des PME, en ce qui concerne les institutions financières, c'est notamment de les éduquer en ce qui concerne une alphabétisation en termes d'entreprise. Beaucoup d'entre eux, notamment en ce qui concerne une alphabétisation concernant comment gérer une entreprise, avec notamment une bonne planification où nous donnons aux gens un accès au crédit sans avoir besoin de garantie, avec un très gros portfolio où en fait nous avons une auto-garantie notamment pour accéder au crédit. Nous voyons qu'ils ont une vraie attente à l'avenir
en ce qui concerne des prêts de liquidité. Voilà où nous avons ce challenge, parce que la réglementation a tendance à avoir des directives pour les gens qui approchent l'institution, qui préfèrent que nous ayons des garanties contre des prêts. Donc, nous sommes en train d'évoluer vers des données de la technologie pour établir les notations de crédit, les scores de crédit, afin de pouvoir donner à ces consommateurs des limites, afin qu'ils puissent avoir des transactions d'eux-mêmes et avoir donc des attentes aussi très conséquentes. Et de ce fait, la stabilité des données, la stabilité de chronologie, la stabilité des canaux technologiques sont absolument clés pour eux, et aussi la capacité aussi d'être un modèle très proche d'eux pour les servir avec nos branches. Alors que beaucoup de personnes ferment leurs branches des banques, nous continuons à ouvrir des branches pour servir en tant qu'institution et des institutions. Et aussi, nous adaptons aux nouvelles réalités que tous les produits bancaires ne vont pas tous aux petites et moyennes entreprises. Donc, par exemple, nous avons aussi des prêts de capitaux de travail à travers différents systèmes, de très bonnes relations très solides fondées sur l'éducation et la formation, mais aussi le fait de pouvoir développer des solutions tels que, par exemple, des financements pour les commerçants ou, par exemple, nous finançons vos besoins quand vous venez nous approcher conteneur par conteneur en vous chargeant des frais de commission plutôt que de penser de la vieille façon avec des taux d'intérêt sur une période d'un an. Donc, vraiment, la technologie et les données sont devenus un de nos meilleurs amis. En fait, pour clôturer mon introduction, je vais dire que nous, en tant qu'institution bancaire, nous devons nous souvenir que les petites et moyennes entreprises se réveillent pour adresser 4 challenges principaux qui sont la faim, l'ignorance, la maladie et donc la maladie. Donc ces domaines thématiques sont vraiment ceux qu'ils veulent que nous adressions. Et en plus de cela, vous avez aussi beaucoup de partenariats avec la Banque européenne d'investissement, avec le Team Europe, avec beaucoup de garanties qui nous permettent de calibrer cet appétit afin de pouvoir leur prêter des prêts. Donc, avec une amélioration au fur et à mesure que nous offrons de nouvelles limites de crédit vers eux avec les plateformes numériques, aussi en rassemblant des partenaires en plus de financement qui provient de partenaires qui permettent des garanties de crédit. Nous avons aussi la fondation Mastercard Foundation, des gens comme cela qui travaillent avec nous. Mais en fait, principalement, notre intérêt sont pour les petites et moyennes entreprises qui sont dans la vraie économie, l'économie réelle, où la consommation au quotidien se déroule pour s'assurer que nous pouvons satisfaire les attentes de façon pertinente au jour le jour. Et ça ne peut pas être le cas si vous n'êtes pas vraiment présent et impliqué. Donc, vous pouvez voir des mouvements et utiliser cela pour ensuite leur donner des notations de crédit, des scores de crédit. Ensuite, vous pouvez les connecter avec les grandes entreprises et les connexions avec les foyers. Donc, vous avez besoin des foyers pour leurs revenus aussi, avec les grandes entreprises pour une approche vers les grandes entreprises. Cette approche commence à démontrer de très bons éléments de réussite. Cela fait que nous sommes la banque avec la croissance la plus rapide dans la région, dans la région de l'Est de l'Afrique. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation qui était très intéressante. Alors, j'ai pris pas mal de notes, mais je dirais essentiellement que, et paradoxalement peut-être par rapport au fait que la crise du Covid nous a tous poussés à nous éloigner les uns des autres, de ce que j'entends de votre part, c'est que vous essayez de vous rapprocher de vos clients, d'être plus proche d'eux, de mieux les comprendre et en même temps d'adapter vos produits et vos processus en parlant de scoring, de l'utilisation des données pour mieux servir les clients. C'est ce que j'ai retenu de votre intervention. Je trouve ça très intéressant et peut-être du grain à moudre pour nos discussions à venir. Avant de passer la parole à Philippe Sigwart, j'en profite, je suis désolé, j'ai oublié de le préciser au début, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez voter pour le survey qui se trouve dans le coin de la fenêtre et répondre à quelques questions pour une enquête au sujet de notre sujet du jour. Voilà, alors ceci étant dit, je propose maintenant de passer la parole à Monsieur Sigwart, qui représente non pas un groupe bancaire, mais un groupe de microfinance que nous connaissons bien à la BEI, comme nous connaissons très bien Equity également. La parole est à vous, Monsieur Sigwart.
Oui, merci beaucoup, Monsieur Edelman. Pour moi, c'est particulièrement difficile de parler après l'intervention de Polycarpe Igafé, qui représente le groupe Equity. Je connais bien le groupe Equity et on a travaillé moi-même là, dans ce groupe. Le groupe Equity, c'est vraiment un géant des services financiers sur le continent africain. Alors que nous-mêmes, le groupe Baobab, nous sommes tout petits d'une certaine façon. Comme vous l'avez bien souligné aussi, c'est un groupe de microfinance. Donc, microfinance, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, pour présenter le groupe Baobab en quelques mots, donc nous sommes présents sur une grande partie du continent africain, dans 8 pays au total, donc principalement en Afrique de l'Ouest, donc Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso, mais aussi en Afrique centrale, en RDC. Et les autres pays où nous sommes encore présents sur le continent africain, c'est Madagascar, Nigeria et Tunisie. Bon, aujourd'hui, je vais principalement parler des activités en Afrique de l'Ouest et aussi un peu de ce qu'on fait au Congo. Au total, nous décaissons chaque année pour l'équivalent de plus ou moins 1 milliard d'euros de microcrédit. Donc, dans le secteur de la microfinance, nous sommes quand même assez importants. Donc, on parle de tout petits crédits, mais comme ils sont très nombreux, ça fait quand même des montants assez significatifs. Donc, chaque mois, on arrive à pratiquement 100 millions d'euros de décaissement. Donc, c'est quand même c'est pas rien. Et je crois qu'on a une vraie contribution pour les entrepreneurs sur tout le continent. Nous avons environ 1 million de clients dans les différents pays dans lesquels nous opérons. Donc, ce qu'on fait, c'est vraiment la microfinance assez classique, traditionnelle. Donc, c'est vraiment des tout petits montants. Donc, c'est des montants à partir de, mettons, 300-400 euros. Le crédit moyen, il fait environ 3 000 euros. Donc, ce sont des petits montants. Donc, ce sont les commerçants du coin, principalement des petits commerçants, mais aussi dans le secteur agricole, dans la petite production, le secteur des services, bien sûr, les petits restaurants, etc. Donc, ce qui s'est passé quand la crise du Covid a commencé, c'est qu'on était tous, au début, on était vraiment sous le choc dans le groupe Baobab parce qu'on ne voyait pas vraiment venir si rapidement. Disons, on savait tous qu'il quelque chose se passait, mais ça a pris une ampleur quand même assez extraordinaire au début de la crise. Comme M. Olivier Edelman l'a souligné au début, notre souci principal, en fait, c'était un peu la liquidité. C'était notre crainte au début. Mais en fait, on ne l'a pas vu venir parce qu'on s'attendait à ce que les déposants retirent leur dépôt. Alors qu'en fait, ce n'est pas arrivé du tout. Ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, on n'avait pas de crise de liquidité. Les déposants ont, bien au contraire, apporté de l'épargne supplémentaire. Donc ça, c'était très rassurant. Mais en même temps, ce qu'on a vu, c'est qu'on était forcé à être beaucoup plus conservateur au niveau des décaissements. Donc, parce qu'en partie, l'activité économique s'est pratiquement arrêtée aussi dans certains pays. Donc, ce qu'on a vu, c'est que la réponse des gouvernements était quand même assez, disons, variée selon les pays. Donc, certains pays ont été moins impactés, d'autres pays ont été impactés beaucoup plus fort. Donc, on a vu, par exemple, RDC, l'impact n'était pas très important, alors que la Tunisie, on peut dire, en Tunisie, c'était carrément catastrophique. Maintenant, l'Afrique de l'Ouest, en général, a assez bien passé la crise du Covid, avec éventuellement l'exception du Sénégal, où ça a eu un impact un peu plus fort, notamment au début de cette année. Mais dans l'ensemble, ça s'est relativement bien passé. Donc, ce qu'on a fait, c'était, au début, on s'est focalisé surtout sur être proche de nos clients, à l'écoute de nos clients, faire des décalages, offrir des moratoires dans certaines situations, et en même temps, continuer à soutenir les clients avec des décaissements. Ils en avaient besoin parce qu'en fait, les besoins de fonds de roulement étaient quand même assez importants, même pendant la crise du Covid. Parce que l'activité économique ne s'est jamais complètement arrêtée. C'est la réalité des choses. Même pendant la crise du Covid, les gens devaient, disons, la population devait quand même se nourrir, manger, boire, etc. Donc voilà, et comme la plupart des entrepreneurs dans le secteur des micro-entrepreneurs sont dans le commerce, en fait, leur activité s'est relativement bien maintenue, sauf dans les cas où il y avait vraiment des confinements stricts.
Donc, quand il y avait des confinements stricts, c'était un peu plus problématique. Et dans ce cas-là, donc, notre réaction, c'était d'offrir des décalages, des moratoires, etc. Dans certains cas, on a aussi revu à la baisse les taux d'intérêt. Bien entendu, on a dû gérer tout ça au niveau des systèmes informatiques aussi. Donc là, on a fait des adaptations au niveau des systèmes informatiques. On utilise aussi pas mal la data pour analyser le comportement de nos employés, pour mieux gérer les risques, etc. Donc, le résultat, c'est qu'en fait, on a vu le pic de la crise du Covid, c'était plus ou moins vers le milieu de l'année dernière. Donc, c'était au mois de juillet, plus ou moins, qu'on a vu le pic de la crise. On avait environ un tiers de notre portefeuille de crédit qui avait été décalé. Mais l'évolution a été très positive après cela. Donc, on a aussi vu une assez forte décroissance du portefeuille pendant la première moitié de l'année, mais une vraie reprise durant la seconde moitié de l'année. Et en fait, en ce qui concerne la qualité du portefeuille, elle s'est relativement bien maintenue. Et maintenant, on est pratiquement revenu à des indicateurs qui sont similaires d'avant la crise du Covid. Donc, bonne qualité du portefeuille, les décalages aussi qui ont bien fonctionné, donc les clients qui ont repris l'activité, qui ont recommencé à rembourser les crédits, et une bonne croissance aussi du portefeuille, donc une vraie reprise des décaissements. Et là, on est pratiquement revenu à des niveaux comme en 2019 en ce qui concerne les décaissements. Donc, tout ça, c'était vraiment très, très positif. Autrement, ce qui était important, quelles sont, disons, les leçons qu'on a apprises pendant cette crise, c'était bien entendu qu'avec l'utilisation de la technologie, c'est possible de rester plus proche de ses clients. C'est plus facile aussi d'être au contact des employés, des agences, etc. Donc, ce qu'on a fait régulièrement, on a fait même au niveau du siège, qui était quand même très éloigné des agences, on a fait régulièrement ce qu'on appelle des town hall meetings avec les employés, avec les chefs d'agence, etc., pour vraiment être en contact régulièrement avec les équipes sur le terrain. Donc, être le plus proche possible des équipes en utilisant la technologie, être en contact aussi avec les clients. On a utilisé aussi la technologie pour améliorer tout ce qui était moyen de paiement, etc., qui n'était pas très développé au sein du groupe Baobab avant, donc les intégrations avec les fournisseurs de mobile money, etc., afin de faciliter aussi les décaissements et les remboursements pour les clients. Donc voilà, donc en gros, voilà, on s'en est très bien sorti. On voit que dans la plupart des pays, la crise du Covid, on peut dire on est en train d'en sortir. On peut dire clairement il y a beaucoup de lumière au bout du tunnel en ce moment. Donc voilà, dans la plupart des pays, l'évolution est plutôt positive. Donc nous sommes très très confiants en ce qui concerne l'avenir. Donc la demande est forte, les décaissements ont repris. Et voilà, maintenant il faut être là, il faut être à l'écoute des clients, au service des clients. Donc notre spécialité, c'est principalement le microcrédit, c'est surtout des crédits pour les besoins de fonds de roulement. Principalement, ce sont des crédits qui en grande partie ne sont pas sécurisés avec des gages. Donc voilà, donc nous sommes là pour soutenir les entrepreneurs, pour les aider à remplir leur stock quand ils ont besoin de financement pour financer leur commerce, etc. Donc pour conclure, je dirais que voilà, c'était une période difficile, mais on a travaillé dur, travaillé en équipe. On était toujours à l'écoute des clients et on s'en est bien sorti. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Je note entre les deux premières interventions, d'une part, un certain optimisme par rapport au futur et en même temps l'importance du support technologique pour rester proche des clients. Et la proximité du client, je pense, est quelque chose que vous partagez tous les deux et que vous avez indiqué tous les deux dans votre intervention. Alors, je propose maintenant de donner la parole à deux intervenants qui vont nous donner le point de vue plutôt des PME, et ça sera intéressant de comparer leur perception par rapport au vôtre. Alors, je propose de donner la parole d'abord à Madame Eliane Munkeni-Kiekie. Si vous voulez prendre la parole, elle est à vous. Merci beaucoup, messieurs. Je suis en train de suivre avec ma diapositive. Il faut que le service technique, je vous demanderai de ne pas trop vous déranger.
parce que là, je suis en train de suivre moi-même, ça va, c'est bon. Et donc là, déjà, je commencerai par remercier les intervenants qui ont précédents, je vais dire, M. Polycarpe et M. du groupe Baobab. Surtout, M. du groupe Baobab, j'aimerais avoir vos coordonnées parce que vous deux, vous avez fait une présentation surtout en termes de crédit et la situation en RDC, et je suis d'accord avec vous à 80%, mais j'aimerais avoir les coordonnées des messieurs du groupe Baobab pour m'entretenir avec lui parce qu'il a dit des choses et j'aimerais bien vérifier les contenus. Et donc, de là, je fais le pont concernant ma présentation. Moi, j'aimerais plutôt parler de la situation des micro-entreprises en RDC et je pense que je suis bien placée à vous dire, à vous parler de ce que ces PME-là vivent en matière de crédit. Lorsque mes deux intervenants parlent, messieurs de Equity dit qu'ils sont proches de leurs clients, moi, j'aimerais bien savoir aujourd'hui en RDC le comment. Parce qu'avant, Equity Bank c'était une banque de proximité. Et sincèrement, moi, j'ai aimé leur approche et les micros se retrouvaient vraiment avec Equity. Mais aujourd'hui, moi, je suis vraiment curieuse de savoir... je connais leurs représentants ici, on a eu des séances de travail. Jusque-là, j'aimerais vraiment savoir leur politique. Mais là, je vais les dire peut-être à la conclusion, mais c'est déjà pour lui dire, c'est une question indirecte que je suis en train de poser. À entendre mes deux intervenants, moi, je dirais qu'il y a un dilemme entre, d'une part, la demande de micro entreprises qui accroît tous les jours parce que, comme vous savez, les micro-entreprises naissent comme des champignons. Chaque matin, vous en avez 5, 10, 15 qui poussent. Et ce qui justifie une demande aussi qui accroît. Alors, de l'autre côté, nous avons des banques, comme vous le savez, Equity est aujourd'hui une banque et les banques, avec leurs conditions drastiques, pour octroyer les crédits à ces PME. Et nous avons aussi les micros, voilà, les sociétés des microfinances, je vais dire, qui, eux, ils font vraiment des efforts pour satisfaire cette demande. Mais la demande est tellement importante et eux, les IMF ne peuvent pas les satisfaire pour la simple raison parce qu'eux-mêmes ont besoin de ressources aussi. Et donc, ils ont besoin d'avoir plus de ressources. Malheureusement, je pense qu'ils n'en ont pas assez. Par conséquent, ils ne peuvent pas les satisfaire. Et donc, nous, société, comme on peut dire, société de développement de notre ami qui va intervenir tout à l'heure, et la Fédération des entreprises du Congo, les associations et les autres entités qui s'époumonnent à encadrer, à accompagner ces PME, on se retrouve dans une situation où on ne sait plus comment ou quoi dire à ces PME-là. D'où le dilemme dont je parle. Parce que, pourquoi, là je viens vraiment renforcer pourquoi j'utilise le mot dilemme. Parce que je connais, je parle beaucoup et j'étais moi-même au conseil d'administration d'une microfinance dont j'étais les noms, et vous vous rendez compte que certaines banques et certains microfinances, je crois que monsieur peut le confirmer, se retrouvent souvent en surplus de liquidités. Et ils disent eux-mêmes, oui, nous avons de l'argent, mais nous ne savons pas comment donner les crédits parce que cette catégorie-là ne répond pas aux normes. Et en même temps, cette même catégorie dont nous parlons aujourd'hui, les PME, ont besoin d'argent, d'où le dilemme. Alors, on s'est dit, pourquoi ils ne veulent pas donner? La justification que moi j'entends tout moment, les micros, les IMF disent, nous n'avons pas assez de liquidités pour satisfaire. Et même si on avait assez de liquidités, et même si, comme vient de dire monsieur du groupe Baobab, qui ne demande pas le crédit, mais il pose quand même des conditions. Ces conditions-là, les moyennes entreprises peuvent encore les satisfaire. Les micro-entreprises, c'est encore difficile, d'où le problème réside. Nous savons tous que toutes ces micro-entreprises veulent aller vers le IMF. Mais si les IMF n'ont pas
ou assez de ressources, ou encore, ils ont des ressources, mais eux aussi, ils ont des conditions parce qu'ils veulent qu'après, qu'on puisse rembourser ce qu'ils ont reçu comme argent. Parce qu'il y a rarement des subventions. Hein. Ça, ce sont souvent des sociétés financières de développement. En RDC, comme le Fonds de promotion de l'industrie donne de temps en temps des subventions, mais pas souvent. Mais tout le monde parle de crédit. Là, on parle de crédit. Et donc, on revient du côté des banques. Évidemment, les banques, c'est clair, leurs conditions restent inchangées. Mais les banques, eux, ils accusent souvent la Banque centrale en disant non, 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 le taux directeur est très élevé. Il y a des textes de la Banque centrale qui ne nous permettent pas d'aller en deçà du taux que nous exigeons. Nous ne pouvons pas baisser le taux. Donc, nous restons coincés. Les sociétés, comme on appelle des sociétés financières ou de fonds de garantie, n'existent quasiment pas en RDC. Ici, je ne citerai que le FPI, qui est le Fonds de promotion de l'industrie, qui, de temps en temps, a eu à donner des subventions. Ça, là, je peux même le prouver parce que j'ai accompagné plusieurs dames qui ont reçu des subventions du Fonds de promotion et de l'industrie. Alors, donc, d'où je suis d'accord avec vous lorsque vous utilisez le mot gap. Effectivement, le gap, c'est vraiment le mot qu'il faut. Et malheureusement, avec le Covid, les niveaux de ces gaps ne fait que s'élargir. Même avant le Covid, moi je dirais que je ne sais pas si le Covid a changé quelque chose. Le Covid, à un moment donné, a eu à restreindre le niveau, la hauteur des liquidités ou des crédits qu'on donnait. Mais maintenant, comme l'a dit monsieur du groupe Baobab, la situation est en train de se détendre maintenant. Donc, les micro et moyennes entreprises se retrouvent toujours dans la même situation, puisqu'ils n'ont toujours pas de garanties, puisqu'il n'y a pas de sociétés qui peuvent donner les garanties, puisque le gouvernement à qui nous sommes en train de demander, à chaque fois que je vois un responsable du pays, pour le problème des micros, je demande, est-ce qu'on ne peut pas instaurer ces systèmes de fonds de garantie pour faire plaisir à cette catégorie des PME. Et donc, voilà un peu déjà, moi, ma lecture par rapport à cette problématique financement des PME. Maintenant, comment combler ces gaps? En RDC, moi, je vous dirais, comme j'ai fait un triangle, c'est dommage qu'on a, bon, peut-être qu'on a affiché, j'ai fait un triangle avec quelques parties prenantes. Je pense que les parties prenantes doivent se mettre ensemble pour résoudre le problème des micro-entreprises. Déjà, je commencerai par les sociétés, les agences de développement, donc ça, c'est un groupe déjà à part. Agences de développement, les fédérations des entreprises, les associations ou autres institutions qui encadrent le PME, les micro-entreprises, déjà, eux, ils doivent le regrouper par filière pour mieux les encadrer. Pourquoi? Parce qu'on les accuse de ne pas avoir une comptabilité fiable, des informations financières pas fiables, de ne pas avoir la garantie, de ne pas avoir des outils de gestion. Donc, pour pallier déjà, donc, nous devons partir de chaque élément des faiblesses des micro-entreprises et ensuite on donne la responsabilité, ou plutôt je dirais chaque partie prenante s'engage à prendre la responsabilité d'une partie des faiblesses et dire voilà, moi je vais travailler pour pallier cela. Donc les sociétés de développement, les associations, ils vont s'engager à encadrer les PME dans ce sens. Ensuite viendra les acteurs de micro-finance, donc les IMF. Les IMF, là justement, nous demandons absolument qu'il y ait une démarche novatrice parce que les produits financiers doivent être adaptés justement à cette catégorie parce que j'ai comme l'impression, c'est le cas que je vois souvent en RDC, les textes restent vraiment figés. Malheureusement, les IMF ne peuvent pas trop bouger parce qu'ils ont peur de la réaction de la Banque centrale. Quand il va contrôler, il y aura des conséquences. Donc, je viens du côté les acteurs du financement, donc les banques commerciales. Je pense que les banques commerciales, surtout, il est temps
changer, détravailler ou de revoir un peu certains textes réglementaires, parce que ces textes, pour la plupart, datent des années avant même qu'on parle aujourd'hui des monnaies, des paiements électroniques ou monnaies électroniques. Et donc déjà, ils doivent travailler ces textes-là. Et à l'époque, ces textes, lorsque cela a été écrit, il n'y avait pas tellement de demandes, surtout quand je prends par rapport aux femmes. Le concept d'autonomisation de la femme à l'époque n'était pas aussi développé. Les jeunes n'étaient pas aussi portés vers la création de l'entreprise. Et donc, les textes avaient été faits pour une catégorie donnée. Donc, aujourd'hui, la demande est importante. Je pense que le banque commercial doivent revoir les textes, évidemment en collaboration avec la Banque centrale, parce qu'ils ne peuvent pas décider d'eux-mêmes d'échanger les textes du jour au lendemain. Et les gouvernements, surtout les gouvernements, doivent aussi s'y mettre. Parce que si le gouvernement ne s'y met pas, moi j'ai dit le gouvernement, c'est à travers la Banque centrale. Parce que c'est eux, lorsque j'interroge les banquiers, ils disent non. Dernièrement, j'étais au fonds de promotion de l'industrie pour défendre les dossiers de certains microfinances. Les directeurs du fonds m'ont dit clairement, madame, vous avez raison, mais nos textes datent des années, vraiment, j'ai même honte de vous parler de l'année. Alors, moi, je ne peux pas décider du jour au lendemain, donner des crédits à cette catégorie-là, tant que les textes ne changent pas. C'est lui aussi, quand il sera contrôlé, on l'accusera de ne pas l'avoir, de ne pas avoir respecté le texte. Et donc, du côté des acteurs, donc les intervenants en fonds propres, aujourd'hui, il y a de plus en plus de sociétés de financement qui viennent dans une entreprise et qui disent, voilà, on va prendre de part, mais la condition, laissez-nous gérer l'entreprise. Lorsque nous allons gérer l'entreprise, nous allons pouvoir accompagner, accroître le fonds propre. Eux, ils apportent le fonds propre, mais ils gèrent jusqu'à obtenir le retour du capital. Et à ce moment-là, ils peuvent partir. Ça, c'est une des solutions qui peut aider les micro-entreprises parce qu'ils n'auront jamais la garantie, ça sera vraiment difficile d'atteindre ces niveaux, les subventions étant difficiles. Pour moi, c'est une des solutions. Et aussi, il y a les acteurs, comme je dirais, qui interviennent en termes de garantie. Donc, si vous regardez dans plusieurs pays, je crois qu'au Sénégal, si ma mémoire est bonne, je crois que de plus en plus, il y a des sociétés qui apportent le fonds des garanties pour le crédit des PME. À ce moment-là, ça serait l'une des solutions, mais cela ne veut pas dire que les PME ne doivent pas rembourser les crédits. Non, il va rembourser les crédits, mais au moins les sociétés qui apportent, lorsqu'il y a un fonds des garanties donné par l'État ou n'importe quelle institution financière, ça permet de réduire au moins le risque de la personne qui octroie les crédits. Donc, pour terminer, moi, je dirais, il faut qu'on signe une charte de micro, petites et moyennes entreprises. Et dans cette charte-là, qui va signer? Donc, d'abord, les acteurs que je viens de signer, le gouvernement, la Banque centrale, la Banque commerciale, les IMF, les sociétés qui apportent d'investissements ou ceux qui apportent de fonds de garantie et ceux qui encadrent de PME doivent se mettre d'accord pour signer la charte. Et ensuite, si tout le monde s'y met, je pense qu'on pourra trouver une solution et mieux accompagner les PME. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention très engagée et très intéressante et en effet très complémentaire par rapport à ce que nous avons entendu précédemment. Je note en particulier votre conclusion et l'appel que vous lancez. Et je pense que ce qu'il signifie avant tout, c'est qu'il s'agit d'un effort commun qui requiert l'intervention de tout un certain nombre d'acteurs pour que le gap que vous mentionnez puisse être corrigé. Et qu'en effet, les solutions individuelles et uniques ne seront pas suffisantes. Il faudra un nombre d'acteurs qui travaillent en commun pour apporter une réponse au problème de l'accès au financement en Afrique et
je pense que c'est si je ne travestis pas vos mots, ce que vous vouliez faire passer comme message. Et sur ce fait, je me permets de donner la parole à Monsieur Idrissa Diabira, qui peut-être pourra compléter vos paroles et donner aussi une perspective un peu différente à la question. Monsieur Diabira, je vous propose de prendre la parole immédiatement. Merci beaucoup. Pour faire suite effectivement à Eliane, parce que j'ai aidé à mettre en place au Sénégal le FONGIP, qui est le Fonds de garantie des investissements prioritaires, mécanisme de garantie pour couvrir le risque. Ça participe d'une des réponses effectivement à la réduction du risque ou à la possibilité de faciliter l'accès de financement aux PME, comme d'autres d'ailleurs, et on aura l'occasion très rapidement de le venir. Mais l'élément qui pour moi apparaît comme l'élément le plus substantiel de la difficulté des PME à accéder au risque, au financement, bien évidemment, c'est la question du risque. Et c'est la manière dont tout un chacun nous sommes en mesure et d'appréhender le risque et de le partager, et effectivement de le mitiger. Et donc l'objet des quelques slides que je vais vous présenter, c'est effectivement de revenir sur ce qui nous semble être une réponse structurelle au financement des PME, à plus forte raison à la faveur de la Covid, c'est effectivement le scoring, et pour nous, la capacité de scorer de manière universelle. Et ça, c'est du point de vue de la structure d'accompagnement des petites et moyennes entreprises, notamment pour pouvoir faire la passerelle, en particulier avec les institutions financières. Next slide, please. Je reviens très rapidement sur le pourquoi de ce positionnement sur le risque. Parce que j'ai l'habitude, lorsque nous faisons des formations, de faire le parallèle pour les dirigeants des entreprises avec leur famille et avec leur sœur ou leur fille, en posant la question qui d'entre eux serait capable de prêter, puisque en Afrique de l'Ouest, on ne donne pas sa main, la main de sa fille en mariage, on prête la personne, entre guillemets, donc on la confie à une personne dont on ne saurait rien, ni son origine, ni ses appartenances, ni son adresse, ni son parcours. Bien évidemment, chacun répond que c'est impossible et que personne ne confierait sa fille ou sa sœur à un parfait inconnu. Et je fais le parallèle avec les ressources financières des institutions financières en disant que c'est la même chose. Il est quasiment impossible de pouvoir confier des ressources à une personne dont on ne sait pas où elle habite, dont on ne connaît pas l'historique, dont on ne connaît pas les parents, dont on ne connaît pas la genèse et le parcours. Or, au Sénégal, vous avez la répartition des entreprises dans l'histogramme de gauche. 81% des entreprises ont moins de 60 millions de francs CFA de chiffre d'affaires. Elles pèsent pour 8% du chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises. Et vous avez 0,2% des entreprises, soit 700, qui font plus de 2 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Et ils pèsent 70% de l'ensemble de ces entreprises au Sénégal qui sont recensées à 408 000 sur l'ensemble des entreprises. De toutes ces entreprises, seuls 3% ont des états financiers, ont une identité financière, ont un parcours, ont des éléments qui permettent d'appréhender leur lisibilité. Next slide, please. Et lorsque, on reviendra dessus, on a fait un zoom sur la Covid-19 en menant une enquête auprès de 830 entreprises sur l'ensemble du territoire national, l'ensemble des secteurs, avec toutes les tailles, dont une partie était accompagnée, dont une partie tient une comptabilité, même si elle n'est pas au sens du CISPO-A, c'est ce qui caractérise les entreprises informelles. Et lorsqu'on a posé la question à ces entreprises si elles disposaient ou non de comptes en banque, 90% d'entre elles en disposaient auprès d'une banque ou auprès d'une institution financière. Et à la faveur de la Covid, lorsqu'on leur posait la question, avez-vous ou non sollicité votre institution financière
pour faire face à la crise. Donc, nous étions l'année dernière, 70% disaient que non, ils n'ont pas sollicité. Et parmi les 30% qui les sollicitaient, 80%, 82% se retrouvaient avec une réponse négative à la sollicitation qu'ils ont pu faire ou à l'apport qui a pu être celui de l'institution financière. À côté de cela, près de 3 entreprises sur 4 indiquaient ne pas connaître l'ensemble des mécanismes mis en place par l'État, par les banques, par les institutions financières pour faire face à la crise. Et 94% des entreprises indiquaient être utile de se voir accompagner pour pouvoir disposer des différents mécanismes. Next slide, please. Et c'est ce qui nous ramène encore une fois à la question de l'information, à la question de la confiance et à ce qui est mis en exergue par les établissements ou les institutions financières, comme Equity, Baobab ou les autres, lorsqu'on leur demande quel est l'élément fondamental pour lesquels, qui vous empêche de financer une PME-PMI. Au Sénégal, se sont tenues des concertations nationales sur le crédit en 2003 et 2010. La BCEAO a fait des études sur cette question, dont dernièrement la Banque européenne d'investissement également. Et en tout premier lieu apparaît de manière symétrique au taux d'entreprises qui n'ont pas d'état financier, comme première réponse, la faible qualité des informations sur les petites et moyennes entreprises. Derrière, bien devant l'insuffisance de gestion ou de gouvernance, ou l'environnement juridique, ou même le taux de défaut élevé du secteur, ou encore même le mécanisme de garantie qui intervient à 68%. Donc la priorité des priorités, c'est de faire en sorte que les gens arrivent à appréhender, à ajuster la compréhension des entreprises de sorte à ce que, effectivement, ce risque puisse être pris en charge sous différentes formes. La microfinance, il y a une vingtaine, trentaine d'années, semblait quasi impossible. Elle a juste ajusté une manière d'appréhender les clients différemment. Next slide, please. Et donc, pour en finir sur la présentation, l'ADPME, qui est une structure d'accompagnement, un BDS, Business Development Services, a développé un modèle d'accompagnement en instituant ou en mettant au cœur de sa démarche une direction en charge des risques et de l'intermédiation, au sein de laquelle nous avons une unité chargée du scoring et de la labellisation. Unité que nous avons engagée dans un double processus de certification, ISO 9001, version 2015, et ISO 27001 sur la sécurité des systèmes d'information. 2 certifications que nous venons d'obtenir en juin dernier et au courant de ce mois de septembre. Pourquoi faire? Justement, pour pouvoir donner des modalités d'appréciation de l'entreprise et d'éligibilité de cette dernière à différents mécanismes. Des mécanismes externes, les banques, les fonds d'investissement, les institutions de microfinance, de l'éligibilité à des marchés, puisque c'est souvent le premier levier, ou de l'éligibilité à des programmes d'assistance technique comme du matching grant. Et cet élément nous apparaît pour nous absolument indispensable à démultiplier, justement pour faire en sorte que une compréhension puisse se faire entre les petites et moyennes entreprises et les différents acteurs, quelles que soient les formes d'accompagnement qu'il peut y avoir. Parce qu'à la fin de la journée, si le risque n'est pas couvert, s'il n'est pas pris en charge, que ce soit au niveau des banques centrales ou des institutions financières, le problème demeurera entier dans l'incapacité à réinjecter des ressources supplémentaires. Et donc, à la faveur de la Covid, outre les mécanismes que l'on a pu mettre en place de réorientation des financements, en particulier des partenaires, en subvention, nous avons déployé et construit une démarche pour viser à élargir la capacité de scorer, à formaliser massivement les acteurs, de sorte, en même temps qu'on les accompagne, parce que les gens sont en difficulté, ça a été dit, leur permettre d'être appuyés, mais permettre également de donner un message ou un score étalon, une compréhension commune pour permettre d'accéder à différentes ressources, dont des ressources financières. Donc voilà globalement le message que je voulais passer, celui sur la confiance et
la nécessité dans l'accompagnement de construire ces éléments de langage commun entre institutions accompagnant les PME, qu'ils soient financières ou non financières. Merci. Je vous remercie pour cette présentation qui était également très intéressante et je pense qu'il fournit un angle complémentaire à ce qui venait d'être dit auparavant et sur un point très particulier qui a pour effet de réduire l'accès au financement, c'est l'inexistence de l'information, en tout cas le manque d'information qui permettrait de créer la confiance, comme vous l'avez dit, entre les prêteurs et les emprunteurs. Et le scoring serait un outil qui pourrait permettre de solutionner cette problématique, ou en tout cas en partie, solution qui requierrait évidemment la participation, une fois encore, d'un certain nombre d'acteurs, mais qui pourrait en effet fournir une partie de la clé de solution au problème d'accès au financement. Donc c'est un programme très intéressant, je vous souhaite bonne chance avec celui-ci, c'est certainement très important. Alors on est très en retard sur l'agenda, je pense que chacun avait énormément de choses passionnantes à dire. On a encore grosso modo 5-6 minutes pour passer aux questions-réponses. Alors j'ai noté quelques questions qui passaient. Je vais essayer de les résumer correctement et vais demander à chaque orateur de donner une réponse très courte en 30 secondes maximum. Alors, il y avait une question qui concernait la République démocratique du Congo et qui a un lien avec la législation congolaise. Je pense que je vais demander à Madame Munkeni Kiekye de répondre à cette question. Alors, plus précisément, la question porte sur l'obtention de certificats fonciers, qui est un défi car en l'absence de ces certificats, les entrepreneurs n'ont pas de collatéral à fournir à leur banque, ce qui représente un défi pour eux. Alors je pense que, je ne sais pas si vous serez d'accord ou pas avec ce point, mais en tout cas, il va un petit peu dans le sens que vous indiquiez, qu'il y a un certain nombre de barrières à l'accès au financement qui peuvent être liées à l'industrie bancaire, mais aussi à la législation qui peut être supportive ou non. Est-ce que, Madame, vous avez quelques mots à dire au sujet de cette question? Je peux vous la relire si vous le souhaitez. Oui, non, messieurs, je comprends tout à fait parce que lorsqu'on demande, du moins ici en RDC, en général, lorsqu'on parle crédit et qu'on demande la garantie, en général, c'est le titre justement foncier qu'on demande. Et donc, le problème se pose, c'est par rapport au temps. Par moment, ça prend beaucoup de temps et maintenant, de plus en plus, les prix montent. Les taux, là où on payait $100, aujourd'hui, on peut vous demander 500 et 1000 $. Et donc, lorsque je reviens à notre catégorie aujourd'hui micro, et il n'a pas nécessairement, cette personne n'a pas nécessairement $100 pour avoir le titre foncier. Et les titres fonciers, effectivement, ça devient effectivement un problème. Mais je sais que certains IMF demandent par moment la télévision, certains demandent une voiture, certains demandent autres éléments. Par exemple, lorsqu'on demande un crédit de 100, 200, moins de $500, souvent on demande une garantie qui est représentée par un bien qui n'est pas nécessairement un titre. Mais là, effectivement, c'est un problème que nous devons résoudre avec le ministre des Affaires foncières. Oui. Merci pour cette réponse. Merci beaucoup. Alors, je vois une autre question que je vais adresser à Monsieur Igaté et qui concerne le trade finance pour les PME. La question était liée avec, je pense, votre intervention indiquant que la digitalisation, l'utilisation des données pourrait supporter ce type d'activité. Est-ce que vous avez des informations à fournir quant à cette question ou comment utiliser les données pour supporter le financement, le trade finance pour les PME? Voilà, je vous laisse la parole. Je peux vous la lire en anglais si vous le souhaitez. Absolument, merci beaucoup pour cette question. Oui, en fait, la demande ou l'application de normes numériques mondiales, globales, est absolument essentielle. Ça a déjà commencé, donc je suis tout à fait d'accord avec vous.
mais les entités juridiques identifient des normes reconnues au niveau mondial pour l'identification d'entreprises. Nous avons déjà commencé à conserver cela en facilitant pour que les petites et moyennes entreprises puissent en fait se numériser alors qu'il n'y a pas de coût particulier pour le moment. Nous avons fait cela avec cette vision derrière Telcom, avec l'innovation, avec la Equity Bank, avec ce que nous appelons un paiement pour fusion Telcom. Et là, le numéro de téléphone de plus en plus devient l'alias à votre compte bancaire et avec cela, nous pouvons voir les différents flux de votre argent. Donc, ce que les banques avaient des difficultés à voir il y a longtemps en termes de flux de liquidité, parce qu'il y avait des économies dans une banque, des emprunts dans une autre, et des transactions dans une troisième banque. Donc, pratiquement, nous avions des activités bancaires en triangle, alors que maintenant, nous le faisons tout en même temps sur le téléphone portable. Et ceci va définitivement les aider et nous aider aussi à avoir donc des fonds de banque correspondants. Donc, la conversion de technologie, des données, des ordinateurs dans le cloud, de l'apprentissage machine et le fait de créer tout cela derrière des capacités transactionnelles dans la banque vraiment nous permet de pouvoir ensuite servir les petites et moyennes entreprises avec des crédits au-delà de leurs attentes parce que nous sommes alors dans la capacité de pouvoir utiliser des algorithmes pour leur donner un scoring de crédit et en fait donc servir cela comme vous pouvez avoir un buffet au restaurant. Vous pouvez en fait choisir ce que vous voulez prendre pour vous-même. Et ça, c'est la façon d'aller de l'avant. Et la COVID-19 a très certainement aidé en ce sens parce que les décisionnaires en termes d'élaboration politique, les gouvernements ont accepté que le cash numérique, c'est vraiment l'avenir. La seule chose, c'est qu'il y avait des coûts de transaction très élevés, mais maintenant, avec l'évolution de la technologie, vous pouvez passer vers des portefeuilles sur téléphone portable ou mobile qui rend ce cash numérique vraiment très efficace. Et c'est ce que nous voyons en développement dans un marché, notamment comme le Kenya. Donc, merci beaucoup pour cette question. Merci. Votre réponse très complète sur cette question. Il nous reste 1 minute, alors je vais poser une dernière question. Alors, elle n'est pas facile parce que pour moi, c'est une question fondamentale et très intéressante. Je laisserai au soin soit de M. Diabira ou M. Stigwart, le premier qui veut y répondre, aura 30 secondes pour ce faire. C'est quel pourrait être le rôle de la microassurance ou de l'assurance, notamment l'assurance santé, pour aider à l'accès au financement des PME. C'est un sujet qui n'a pas été abordé, mais c'est en effet un produit financier complémentaire qui peut faciliter l'accès au financement pour les entrepreneurs. Est-ce que l'un de vous deux souhaiterait répondre à cette question qui demanderait plus que 30 secondes, clairement? Alors, je pense que la personne qui sera plus habilitée à répondre, c'est M. Diabara, parce qu'il est beaucoup plus proche des vrais PME sur le terrain. D'accord, d'accord. Merci Philippe. La balle est à vous, M. Diabara. En prenant aussi la question de la formalisation que j'ai vu s'inscrire, je pense que le financement, c'est fondamentalement un outil pour pouvoir permettre aux acteurs de grandir, à l'instar des mécanismes de protection sociale ou de la microassurance. La difficulté, c'est de découper l'ensemble de ces questions et les prendre séparément. Lorsqu'on demande à quelqu'un s'il veut être un champion demain, il dit oui. Et donc, si dans son parcours de champion, il faut avoir des états financiers, il faut s'assurer, il faut assurer son personnel et qu'il sait qu'il va avoir accès à du financement ou des marchés publics, ce dernier est partant. Et donc, la pédagogie sur la manière dont on fait grandir les entreprises est aussi importante pour leur permettre d'accéder à ces mécanismes. Et les partenaires, en cela, justement, peuvent mettre des éléments d'incitation à la faveur des accompagnements qui font grandir les entreprises, notamment en se formalisant ou en accédant à des mécanismes leur permettant de réduire le risque, et notamment le risque de leur personnel, tel que la microassurance ou d'autres. Et je pense que les choses sont liées. Merci. Je vous remercie. Et sur ces paroles, on va conclure notre panel qui est un petit peu tardé, mais une fois encore, c'était passionnant. Je vous remercie à vous quatre pour vos interventions qui étaient extrêmement intéressantes et j'ose espérer qu'elles ont apporté beaucoup d'informations à toutes les personnes qui ont pu suivre ce panel. Je vous souhaite donc une excellente fin de journée et à bientôt. Je vous remercie. Au revoir. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Merci à tous.
Merci à tous. Merci Olivier Edelman et merci à tous les panélistes que je vais reciter. Polycarpe Igaté, directeur commercial de Equity Bank Holdings, Eliane Munkeni, vice-présidente de la FEC en RDC, Philip Sickward, directeur général du groupe Baobab, et Idrissa Diabira, directeur général de l'ADEMP au Sénégal. Merci à vous, Olivier Edelman, d'avoir modéré cette session donc, sur le financement des MPME dans la nouvelle normalité, risques et opportunités. Alors effectivement, nous avons pris un petit peu de retard sur notre programme de la journée et il est maintenant temps de prendre une petite pause, une pause pour le déjeuner, une pause pour pouvoir échanger entre vous. Alors, on va reprendre la prochaine session pour 14h GMT, c'est-à-dire dans 30 minutes à peu près. Alors, c'est plus court que prévu, mais on devrait pouvoir y arriver. Et je tiens juste à préciser pour toutes les personnes qui nous l'ont demandé, notamment à travers les questions sur la plateforme, il faut savoir que tous les supports, les diapositives, les présentations PowerPoint qui ont été données aujourd'hui et qui vont être données pour la suite de l'événement seront disponibles encore quelques jours après l'événement. La plateforme virtuelle sera accessible pendant une semaine et les sessions et les enregistrements également pourront être visionnés à travers notamment le site de l'Académie de la Banque européenne d'investissement. Alors, on se retrouve dans une demi-heure. Merci à vous. À tout à l'heure.